Betty et la cœur de Poséidon. Alors hier soir, le public était beaucoup plus nombreux, heureusement. Donc tant mieux pour vous tous, vous toutes, de pouvoir pour profiter de cette rencontre qui va durer un peu plus d'1 heure et qui va revenir sur les étapes de fabrication du film. Et donc voilà, donc, tant mieux. Et en même temps, je regrette un tout petit peu pour vous, Justine, Jean-François, aussi que ce contenu ne soit pas apprécié par un public plus large. Voilà, mais je sais qu'en même temps, il y a plein de choses et que hier, les écoles ont déjà eu une première rencontre et ne peuvent pas être là ce matin. Donc pour cette rencontre donc, revient... Est-ce que tout le monde a vu le film hier soir ? Oui, bon voilà, donc ça c'était important parce qu'on va, sans contextualiser le film, on va pouvoir enchaîner comme si nous étions juste après la rencontre sur scène à Berlioz. Vous dire que toute l'année on organise des rencontres de ce type autour de films en fabrication, qui consistent à attirer et plonger le public au cœur de la fabrication d'un film, de toutes les étapes de fabrication d'un film, pour à la fois partager des informations, partager des réflexions, et puis aussi des hésitations, des doutes. Vous nous direz d'ailleurs si vous en avez eu, à quels endroits ces doutes se sont placés. Et puis également pour encourager les équipes des films. Le fait d'organiser ces temps de rencontre, c'est aussi passer du temps avec celles et ceux qui écrivent, qui réalisent, qui produisent. Et c'est très précieux effectivement de pouvoir en parler et de pouvoir découvrir, y compris avec un champ sémantique, une terminologie précise et technique, comprendre aussi tous ces temps-là entre le moment où c'est écrit et puis le passage jusqu'à la projection. Ce que je vous propose à tous les deux, Jean-François, Justine, j'ai réuni des tas d'images, images fixes, images animées, avec et sans son. C'est tout simplement de commenter tout ce qu'on va voir et je pense au bout d'1 heure, on va avoir énormément d'informations sur l'ensemble du film. Moi, concernant un film d'animation, mais c'est vrai aussi pour des films en prise de vue réelle, j'ai toujours un grand fantasme, j'en ai d'autres, mais en tout cas celui-ci, il est très important, c'est à la fin de la projection, je rêve qu'une personne me commente le générique de fin du film. Alors pas tous les noms, pas tous les postes, mais malgré tout, les rares fois où je peux voir un générique avec la personne qui l'a fabriqué à mes oreilles et qui me dit alors ça, il a fait ceci, etc. C'est très précieux. Est-ce que vous voulez vous prêter à cet exercice qui consiste à vous mettre, alors peut-être rester là ou vous approcher un tout petit peu et nous dire en gros qui a fait quoi et comment. Et vous allez choisir parce que je pense qu'il est très long et on en aurait pour plus d'1 heure. Vous êtes d'accord ? Et peut-être avant ça, vous dire on est évidemment d'accord. Voilà. Et avant de démarrer, est-ce que vous nous dire un petit mot en disant que vous êtes content d'être là Oui, bien sûr, Karim. On est très content d'être là. Justine, t'es contente toi aussi ? Je suis très contente d'être là. Non, mais pour nous, c'était super hier. Le moment, en tout cas, de la projection, c'était vraiment... on s'est vraiment régalé. La réaction du public a été super. Donc, c'était nous, notre première projection publique. Donc, c'est toujours un moment bien particulier et très stressant. Et là, de voir comment ça a répondu, ça a levé quand même déjà pas mal de nos doutes. On était plutôt serein par rapport à la qualité du film. Et en tout cas, hier, on a vu qu'il pouvait emmener le public avec lui. Ça, c'est quand même vachement plaisant. Et on est content de continuer aujourd'hui avec vous. Et les doutes que vous aviez, c'était à certains moments du film, c'était certains moments que vous imaginiez drôles et vous vous demandiez s'ils allaient être perçus comme tels ? Entre finalement l'écriture du scénario et la finition du film il y a 5 ans, donc on a le temps nous de trouver, enfin le temps est très long pour nous et on a le temps de plus trouver du tout ça drôle, plus trouver du tout ça intéressant. Donc quand on montre le film au public, c'est là qu'on redécouvre en fait le film et qu'on se dit ah oui ça, on a même oublié qu'il y avait des endroits qui étaient censés être drôles en fait. Donc les gens rient et on se rend compte que oui, au moins de l'écriture, c'est vrai que c'était pensé pour être comique ou à faire sourire les gens. Et ça, c'est des choses qu'on oublie tellement c'est long, quoi. Donc ça, on redécouvre le film avec le public, en fait. C'est vachement plaisant. Et surtout à mon échelle, où on travaille vraiment au plan par plan et sur l'image, où on se concentre sur finalement des pixels ou des couleurs ou des ambiances, on oublie en fait un peu l'objet parfois d'une séquence ou de l'histoire. Et c'est vraiment super agréable d'être au sein du public et de voir toutes les réactions et de se dire que mais on a réussi à faire ça et de provoquer autant
autant d'applaudissements et de rires. Oui, c'est génial, quoi. Et est-ce que parfois... Karim, est-ce qu'on a dit qui fait quoi? Vous pouvez le dire tout de suite. Ouais, moi, je suis Jean-François Tosti, je suis producteur. Et je participe un peu aussi à l'écriture, mais je ne suis pas du tout technicien. Et Justine, je laisse te présenter quand même. Et moi, je suis donc Justine Thibault, je suis superviseuse compositing à TAT, et en compositing, bon, peut-être pour ceux qui étaient là hier, je vais me répéter, mais on travaille sur les images finales du film. Mais est-ce qu'il y avait eu des projections avant, comme on dit, des projections tests pour le public, pour le cœur de cible du public? Non, nous, on ne fait pas ça. Voilà. Mais de toute manière, c'est très... On pourrait le faire sur la base d'animatique. Je ne sais pas si tu vas vous montrer des bouts d'animatique, qui est quand même une version totalement brouillon. Enfin, c'est le premier brouillon du film, et qui est quand même... ça doit être censé être assez éloquent sur ce que sera le film. On pourrait le faire sur cette base-là, mais on n'a pas cette habitude chez nous. Et puis, une fois que le film est fini ou presque fini, de toute façon c'est trop tard, on n'a pas du tout les moyens des Américains qui peuvent faire ou refaire ou défaire si jamais ça réagit pas bien. Nous on n'a pas ces moyens-là ni ce temps-là, donc on le fait pas. Ok. On se dit qu'on est hier soir vers 20h. On a cette projection du générique. Est-ce que d'ici vous voulez commenter, ou est-ce que vous pouvez vous lever, vous mettre devant? Ou ça vous va là? C'est bien? Moi, je peux bon, rester parce que vous pouvez ici, avoir un ticket. Vous pouvez avoir un micro sans fil. Hein. Alors, si on commence, et encore une fois, on ne va pas faire tous les noms, mais ceux qui vous semblent les plus importants. Le premier me semble très important. Directeur de studio, c'est quoi? Le studio, c'est vraiment... Nous, on a deux sociétés. TAT Productions, qui est un producteur de cinéma traditionnel, qui développe artistiquement des projets. Une fois que le projet est prêt, le producteur cherche où fabriquer son film. En animation, il cherche un studio d'animation. Nous, on a fait le choix d'avoir notre propre studio. Donc, on a une deuxième société qui s'appelle TAT Studio, qui est vraiment un studio d'animation, c'est-à-dire une société dont la mission, c'est de fabriquer des images animées. Et pour superviser cette société, on a un directeur de studio qui s'appelle Stéphane, qui doit assurer le bon fonctionnement de la société en termes de RH, de moyens techniques, d'organisation. Il était tout seul au début, il n'est plus tout seul, heureusement pour lui. Là, ce qu'on voit au-dessous, finalement, c'est son équipe. C'est l'équipe qui l'accompagne sur ces tâches-là macro de gestion du studio. Et ça, c'est la première partie vraiment plus organisationnelle, administrative. Et tout de suite après, on a le directeur technique de production, Romain Pingus, c'est son surnom technique, Tessonnaire, qui lui c'est le directeur technique, c'est-à-dire lui, c'est vraiment, il est dans la fabrication de l'image, le pipeline de production, le choix des logiciels, etc., etc. Et finalement, c'est ce que disait Stéphane hier, c'est que quand on a commencé, il était tout seul. Et aujourd'hui, il y a une équipe technique qui a été mise en place, et chaque technicien a une tâche qui est plus liée à un département, comme les assets, ou de l'image, du compositing, du rendu. Et là, c'est l'équipe du coup qui est en dessous de lui. Et la présentation dans le générique, c'est classé par grande famille? Oui. En général, on fait comme ça, effectivement. Donc l'équipe suivante, direction technique. Le développement informatique, après, Vivian Guy. Ça, c'est le développement informatique. C'est les gens qui rendent la vie plus facile à toutes les autres équipes. Soit en créant des petits bouts de logiciels en plus pour que le logiciel qu'on utilise soit plus facile à utiliser, plus simple à utiliser, soit en fabriquant des outils de suivi internes, des petites choses internes. Mais un truc typique du développement informatique chez nous, en tout cas, c'est vous voulez faire une tâche, vous êtes animateur, vous voulez faire une tâche, et cette tâche, elle va vous impliquer de faire 4, 5, 6 manipulations avec votre souris, d'aller dans tel dossier, d'ouvrir tel truc, de copier tel nom, etc. Le développeur, il va automatiser tout ça et vous créer un bouton qui vous évitera de faire 5 ou 6 tâches répétitives, de seulement appuyer sur un bouton. C'est ce genre de trucs qu'ils font entre 1000 et autre chose. Mais ça peut être cet exemple-là aussi simple que ça. La directrice de production, qui est parmi nous. Voilà. Elle va dire ce qu'elle fait, Émilie. C'est quoi ton travail? Non, mais t'es pas obligé. La directrice de production, elle suit finalement pour le producteur, quelque part, la bonne marche du projet,
en termes de délai, de résultats, de budget, de gestion d'équipe. Voilà, c'est une supervision globale du projet. En général, c'est pas des gens qui sont techniques ou techniciens de l'animation. C'est plus des gens qui vont gérer des projets en termes macro pour s'assurer que tout va bien et qu'on est dans les temps. Et après, on va être sur la partie création, tout ce qui est dessin, animation, personnage. Ouais. Alors là, ce qu'on appelle la création des personnages, la création des décors, là on est vraiment sur la 2D. C'est tout ce qui est création graphique en 2D. Il y a du développement graphique en 2D qui se fait avant de passer à la 3D, où on va d'abord créer des concepts, ça va être des schémas, des petits graphiques des petits schémas assez rapides ou des petits dessins assez rapides. Puis après on va faire vraiment ce que chez nous on appelle la recherche graphique, c'est-à-dire on va détailler tout ce qui va apparaître dans le film, tout ce qu'on va devoir fabriquer pour faire le film, on va le détailler en 2D en mettant des cotes, des matières, des couleurs, pour que quand on passe à la 3D, il n'y ait plus vraiment d'interprétation possible et que ce soit efficace. Donc ça, c'est la partie recherche graphique. Color Script, cette équipe-là de 6 personnes. Alors là, je te repasse la parole. Le Color Script, du coup, c'est en lien avec la recherche graphique. Ils interviennent juste après. Et aussi après la création du storyboard et de l'animatique. Le storyboard, donc, c'est la création des cadrages, de l'action, des personnages. Et l'animatique, c'est... en gros, on met les vignettes de storyboard bout à bout pour créer voilà, le montage du film. Et donc le color script, lui, reprend des vignettes du storyboard pour venir y mettre des couleurs. Donc on va choisir des images qui sont pertinentes, on va choisir des ambiances. Et donc ça va être des ambiances de jour, de nuit, si c'est joyeux, triste. Et tout ça va être fait en cohésion avec le réalisateur. Là, sur Pathie, on a eu la chance de pouvoir le faire avec les départements donc de la fin, qui me concernent plus pour le coup, qui travaillent vraiment sur l'image 3D finale, pour choisir les meilleurs plans qui vont être illustrés, car c'est des images qui vont être réutilisées par tous les départements suivants. C'est assez fascinant d'ailleurs de voir que ces petites vignettes coloriées qu'on fabrique au début de la production, 3 ans après, quand vous avez l'image finale, évidemment, c'est de la 3D, super léchée, etc. Mais on retrouve et on doit retrouver quelque part cette ambiance qu'on avait sentie sur un tout petit dessin en 2D, peint numériquement, mais bon, peint à la main, disons. On retrouve ça à la fin du processus et finalement, dans la fabrication d'un film 3D, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire on met des choses en place au tout début et le travail du réalisateur, de ses chefs d'équipe et de tout le monde, ça va être finalement de retrouver l'essence de ce qu'on a mis en place artistiquement au tout début, après 2 ans et demi, 3 ans de fabrication 3D. C'est le défi et il y a souvent que le réalisateur qui a la vision complète du truc et qui va pouvoir diriger toutes ses équipes pour aller là où il veut depuis 3 ans, avant. Alors pour suivre, je n'ai pas prévu de visuel là-dessus, mais pour suivre de près, notamment le travail d'une personne de l'équipe qui est Gwen Vibancos, notamment avec sa chaîne YouTube, ses émissions sur Twitch ou en direct devant des centaines de personnes et sa chaîne YouTube qui est suivie par 45 000 abonnés, où il explique comment il fabrique des personnages. Est-ce qu'ils ont tous un univers propre, personnel, à ce point riche et à ce point diversifié ? Ouais, je dirais avec des personnalités fortes, quoi, parce que lui... c'est pas tous, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont aussi des artistes, qui ont aussi leur univers propre, qui font aussi de la créa pour eux en parallèle, le soir, le week-end, quand ils sont en vacances, et qui diffusent ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on leur demande, nous, c'est finalement de presque oublier qui ils sont pour s'adapter, mais on se rend compte que c'est ceux qui ont souvent un univers propre assez fort qui sont les plus doués pour s'adapter et pour créer pour nous en se mettant dans une espèce de moule. Donc c'est pas du tout contradictoire, je dirais presque bizarrement au contraire. Il faut vraiment se mettre dans la peau du réalisateur et comprendre toutes ses intentions artistiques et scénaristiques pour réussir à mettre en valeur ses volontés. Super.
Voilà, on va avancer parce que s'il y en a pour 3 minutes et on est sûrement à quelques secondes, mais peut-être si on peut peut-être s'arrêter presque au hasard sur une partie qui interroge. Chef setup, recherche et développement. Vas-y, Zdas. Alors, le setup, c'est ce qu'on appelle le setup, c'est la partie en fait où on va mettre en place le système d'animation des personnages. Parce que quand on fait de la 3D, c'est comme quand on fait de la sculpture en argile, hein, on fait une marionnette, c'est une statue qui est immobile en fait. Et comme si on ferait de la stop motion, où on mettrait dans une statuette en pâte à modeler un squelette, envie de le faire, pour pouvoir le faire bouger, lui faire des poses image par image, mais nous on fait exactement pareil, on met tout un système d'articulation dans le personnage et tout un système aussi qui va gérer la déformation des masses musculaires. Quand un personnage sourit, ses joues elles se déforment, il faut gérer cette déformation, etc. Et tout ça est prédéfini, pas du tout automatique, mais prédéfini dans un système qui est fabriqué par l'équipe Setup. Et c'est un travail qui mélange là pour le coup vraiment intimement l'artistique et le technique. C'est très technique, mais il faut aussi que ce soit joli. C'est-à-dire que quand le personnage lève le bras, ce qui se passe au niveau de son aisselle, ce soit naturel et visuellement plaisant. Quand il ferme un œil ou quand il fronce les sourcils, il faut que ça se traduise une émotion, mais que techniquement ce soit propre aussi, qu'on ne voit pas des pixels, des trucs, des polygones qui apparaissent. Enfin voilà. Donc, et ça pareil, c'est toujours en discussion aussi avec le réalisateur qui va donner ses intentions. Petite précision, je suis en train de réaliser un souhait très personnel, mais si vous souhaitez vous-même partager et interroger, on a encore quelques minutes pour le faire. Justine, là, ça te concerne directement, parce qu'on voit l'équipe avec toi. Vous êtes physiquement, comment ça se passe en fait En termes de structure d'équipe. Oui. Donc là, on était il y avait un binôme de lead qui était sous ma responsabilité et toute l'équipe du compositing qui était sous la responsabilité des leads et la mienne. Et les assistants qui sont écrits dans le générique sont des gens qui ont participé à la finalisation des images en denoise. Donc moi j'étais plus dans le lien avec le réalisateur, les équipes de production et les autres départements qui nous fournissent les éléments pour travailler et vraiment la touche, la préparation artistique et technique de l'équipe compositing et du pipeline pour que les chefs, eux, soient vraiment au cœur de l'équipe pour bien retransmettre les informations. Voilà, c'est la structure qu'on a adoptée pour ce film. Et le denoise, une toute petite partie, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais quand on rend une image en 3D, il y a souvent du grain qui apparaît à l'image, et c'est une phase qu'on fait vraiment en toute finalisation, c'est qu'on va enlever le grain. Donc c'est 4 personnes qui ont eu très mal à la tête pendant quelques semaines à regarder des pixels zoomés pendant de longues heures, mais voilà. Eh bien, très bien. Alors, on va peut-être le laisser dérouler et puis on peut enchaîner. Alors, je précise, si vous avez des questions, allez-y. Pardon, Jean-François. Oui, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on aime bien répondre aux questions. Maintenant, je voulais dire, là, on a vu... je te prendrai juste après. Merci. Là, comme d'habitude, ça c'est un des problèmes de nos métiers. Je parle de producteurs. C'est que là, on vous parle des gens qui fabriquent les films et tout ça, mais tu as carrément viré les panneaux où on parle de TAT Production, les comptables, les gens qui s'occupent des services généraux qui font qu'il y a du papier cul aux toilettes, qu'il y a du café dans la machine à café. C'est l'introduction, ça. Ça, c'est l'intro. Les gens qui s'occupent des RH. Enfin, voilà, il y a tout aussi une équipe de métiers normaux qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Et sans ces gens-là, rien ne marche. Et c'est vrai qu'on oublie souvent d'en parler. Moi, je me permets souvent d'en parler, parce que c'est des gens qui sont aussi vachement importants pour le bon fonctionnement de la société et du studio. Évidemment, il nous faut des artistes, des infographistes, mais il faut aussi des gens qui encadrent et qui font marcher tout ça et qui font que tout roule au niveau de la société, comme dans n'importe quelle société. Mais vas-y avec ta question. Vous sortez de quelles écoles, tous les employés ? Vas-y, tu peux répondre, Justine.
Je ne connais pas toutes les écoles. Ah, mais je J'en compléterai. connais quelques-unes. Oui, quelques-unes. Moi, par exemple, en fait, on n'est pas tous toulousains, donc c'est des écoles qui sont éparpillées un peu en France. Moi, je viens du nord de la France. J'ai fait une école qui s'appelle Paul 3D. Il y a des gens qui viennent de Superinfocom, de l'ESMA, d'Aries. De Bellecour, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Bellecour. Lisa, il doit y avoir aussi. Enfin, à peu près toutes les écoles finalement. Hein. Il n'y a pas de. Alors bien sûr, mais ça, bon, si vous êtes étudiant en animation, vous savez qu'il y a des écoles qui sont plus réputées que d'autres, etc. Bon, ça c'est la vie, c'est comme ça. Mais nous, de toute manière, on recrute sur book et sur test. Donc finalement, peu importe l'école qui a été faite, tout le monde quelque part a sa chance si tu veux, puisqu'on étudie comme ça, on choisit comme ça. Donc on sait que c'est vrai qu'il y a certaines écoles avec qui on a l'habitude de travailler de plus près, parce que physiquement on est au même endroit. Par exemple, il y a un ESMA à Toulouse. Forcément, les gens de l'ESMA, on les voit souvent. Ça, c'est des questions de proximité. Mais sinon, non, finalement, c'est un peu toutes les écoles, je pense. Et on a très peu de gens issus des Gobelins. Parce qu'en général, les gens issus des Gobelins, ils vont ailleurs que chez nous. Plutôt à Disney. Ils font aussi souvent de la réalisation aux Gobelins, il me semble. Ouais, ils font de la réalisation, mais souvent, ils sont recrutés pour être chefs d'équipe dans les studios américains directement. Donc, on en récupère certains, mais en général, bien plus tard, quand ils reviennent. Voilà. Merci. Merci. Si on continue aussi sur ce qui a été projeté hier, on était près de 1000 à constater que le film s'est ouvert avec ceci. Et bon, pour le plaisir de le voir et de l'entendre encore une fois, repassons-le. Voilà. Donc le fait de bien dire que ce film est fabriqué ici et avec le cri de ce personnage-là, de Maurice. Donc ça, c'était aussi très précieux et bravo de l'avoir conçu si rapidement. Ça nous a bien fait rire. Hein. Enfin, on trouve ça très très con en fait. Et c'est quand même rigolo du coup. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand même qui connaissent Maurice, le pingouin tigre des As de la jungle, donc autant se faire plaisir. Et à la demande générale, on le repasse une deuxième fois. Hier, on a échangé aussi avec Stéphane et Fabien Daguerre, directeur de la post-production, et Marin a animé une rencontre, et il y a eu ce panneau qui montre les étapes importantes de la vie de TAT, plus de 20 ans déjà, et donc là aussi, sans commenter chacune des dates, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que vous avez bien concentré et synthétisé cette histoire récente, de ces plus de 20 ans déjà, les moments importants. Si Jean-François, si tu veux peut-être nous les dire. Oui, parce que moi je suis là depuis le début. Ouais. Donc, la société, vous l'avez créée tous les trois. On avec est trois cofondateurs, David Allo et mon frère Eric Tosti. David Allo qui est le réalisateur en outre de Paty et La colère de Poséidon. Donc on a créé la société en 2000, il y a 22 ans. On a fait de la pub, des courts-métrages, et puis après on a fait un premier film pour la télévision, qui s'appelle Spike. Nous, on a commencé par la stop motion, et quand on a commencé à faire de la télévision, tout le monde nous a dit qu'il faut faire de la 3D, donc on s'est mis à la 3D. Ce qui n'a pas été si compliqué que ça, finalement, pour nous, parce que intellectuellement, en termes de création, ce qui est le plus proche, curieusement, de la stop motion, c'est la 3D. Il y a beaucoup plus de liens artistiques entre la stop motion et la 3D qu'entre la 2D et la 3D, par exemple, puisqu'on reste dans du volume. Même si dans un cas il est réel et dans l'autre il est virtuel. Donc on a fait un premier film pour la télévision qui s'appelle Spike, donc ça c'est la première date importante, puisqu'on a créé aussi notre premier studio 3D, on était une vingtaine et le film a été un gros succès. Deuxième étape super importante, le premier unitaire des As de la jungle, les As de la jungle Opération Banquise, qu'on a fait dans le même petit studio, mais qui a été là pour le coup un énorme succès et qui nous a fait vraiment exploser. Et on a enchaîné sur une saison, la complète, ce qu'on appelle une saison lourde, une saison d'une série lourde de 52 épisodes de 11 minutes, Les As de la jungle à la rescousse, et là on est passé d'un seul coup de 20 à 80. Donc étape très importante. Puis après, bon, tout ça continue, le succès s'installe. Côté cinéma, le premier film, c'est le film tiré de notre série phare, de notre propriété phare, Les As, donc le film des As de la jungle, 2017. Donc là, grosse émotion, gros stress et
gros défi parce qu'en fait, c'est pas du tout. Même s'il y a plein de similitudes, fabriquer de la série et fabriquer du cinéma, c'est pas pareil, ça se finance pas exactement de la même manière, c'est pas les mêmes interlocuteurs, c'est pas le même stress. C'est donc grosse nouveauté. Et puis après, l'étape suivante, c'est importante, ça a été la sortie de Pile, parce que là, on avait besoin de retrouver le succès. C'était c'était encore à moitié ou pas, je sais plus quoi dire maintenant. La crise Covid, enfin, espèce de truc très compliqué à gérer pour nous, intellectuellement, créativement, financièrement. Donc, il fallait qu'on rebondisse. Donc là, Pile, heureusement, ça s'est très bien passé. Donc ça nous a un peu ça nous a permis pas de respirer financièrement parce qu'on a quand même perdu de l'argent, mais au moins de nous dire le cinéma n'est pas mort, quoi. On a encore des trucs à faire. Et après, étape importante, parce que c'est une vraie nouveauté pour la société, c'est l'ouverture à la prestation. C'est-à-dire jusque-là, on avait fabriqué que des programmes ou des films qu'on avait initiés chez nous, des programmes TAT. Et depuis l'année dernière, on travaille avec Netflix sur la série Astérix d'Alain Chabat. Cette série, donc c'est 5 fois 30 minutes en 3D de luxe, et c'est fabriqué 100% chez nous. Donc ça, c'est une vraie nouveauté et c'est hyper intéressant de travailler avec Netflix. Bon, évidemment, super de travailler avec Chabat, mais ça nous permet d'avoir accès finalement à des talents auxquels on n'avait pas vraiment accès. C'est ça, il y a un truc qui est intéressant quand on travaille avec Netflix, en tout cas pour nous, dans ce cadre-là, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'argent pour faire quelque chose, d'abord, ce qui est quand même chouette. Et eux, ils mettent à notre disposition, on va le dire comme ça, des talents qui sont allés prendre dans les gros studios Disney, DreamWorks, Pixar, qui sont maintenant des salariés de Netflix ou qui travaillent régulièrement pour Netflix et qui s'impliquent sur les prods qu'ils fabriquent en France. Et en général, ce que je disais tout à l'heure, c'est des gens qui ont fait les Gobelins ou de grandes écoles d'anime et qui ont passé toute leur carrière aux États-Unis dans des studios américains. Et que là, Netflix fait revenir en Europe pour accompagner les studios qui fabriquent pour eux de l'animation. Donc voilà, on travaille avec des légendes de l'animation, c'est super quoi, pour nous, c'est super pour nous, c'est super pour nos équipes, ça fait progresser tout le monde. Donc ça a quand même ce côté positif aussi. Il nous reste 2 ans de prod, pour le moment je suis content, peut-être dans 2 ans je vous dirai pas la même chose. Mais en tout cas, c'est une expérience intéressante et donc une vraie grosse nouveauté pour nous. Et Patty, donc, qui sort cette année, on espère sincèrement que ce sera notre plus gros succès public, parce qu'on a l'impression que c'est le film le plus fédérateur qu'on ait fait, et moi je pense le plus réussi. Donc on espère que ce sera un vrai succès. Enfin voilà, j'ai été trop long peut-être, Karim, par contre. Non, je t'en prie, pas du tout. Et donc là, vous êtes dans cette logique d'un long métrage d'animation par an. Alors cette année c'est très particulier parce que Patty sort un peu plus tard que prévu, et Les As de la Jungle 2 sort un peu plus tôt que prévu, donc c'est vrai qu'on n'a pas annoncé publiquement encore, je crois. Les As de la Jungle 2 sort le 16 août de cette même année. Donc cette année, on a 2 films qui sortent au cinéma, ce qui est quand même un peu musclé. Mais la logique aurait voulu qu'il y ait 1 an entre les deux. Et puis, donc il y aura plutôt 1 an et demi, 2 ans avant le suivant, Pets on a Train, qui est déjà en fabrication. Mais ouais, c'est vrai que cette année, c'est une année un peu folle pour nous, puisqu'on aura 2 films qui sortent la même année. Dans cette logique aussi de ces rencontres, le fait de découvrir aussi, de rencontrer des professionnels, de connaître bien leur parcours, ça renvoie, c'est un écho aussi à d'autres projets qu'on peut mener à Occitanie Film, notamment un projet qui s'appelle Fabricant de films et qui consiste à faire le portrait de fabricants et fabricantes de toutes ces personnes qui participent dans les différents métiers. Il y en a plus de 70 pour le cinéma en prise de vue réelle. Il y a une 50aine de portraits, dont le tien, Justine, cette photo qui avait été faite par Ulrich Leboeuf. Et dans ce texte aussi, il y a ces 2 petites citations. Tu vas peut-être pas les commenter parce que tu les as déjà prononcées, on les a à l'écran, mais ça m'intéresse en fait de pouvoir que tu parles de ton métier à travers ces 2 phrases-là. Le fait d'échanger avec les réalisateurs, le fait de mettre en valeur l'image par les lumières, les teintes, les profondeurs de champ, et puis plus bas, évidemment, rendre la plus belle image possible et surtout ne pas se dire après coup que l'on aurait pu faire mieux. Voilà. Donc j'imagine que tu t'es pas dit ça hier soir. C'est vrai que c'est une partie qui est toujours compliquée quand on travaille quand on a un travail artistique et un travail de passion, c'est qu'on a toujours envie de faire mieux, mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter.
Et c'est là qu'il faut réussir à trouver le juste milieu et se dire, ok, là, on a un niveau de satisfaction qui est ici, je pourrais aller là, mais ici, ça suffit. Et si je vais là, personne ne le verra de toute façon, parce que moi, je vois des détails au cinéma que beaucoup de monde ne voit pas, parce que je connais les images par cœur. Voilà pourquoi ce propos. Après, pour parler un peu plus précisément du métier, nous, on travaille du coup sur de l'image 2D qui provient d'une étape qui est juste avant, le rendu et le lighting, qui, eux, récupèrent toutes les étapes de fabrication 3D, ils mettent les lumières dans une scène et ils rendent les images par couche. Donc on est à 24 images par seconde. Et pour une image, il doit y avoir une trentaine de passes sorties. Donc des passes et des images différentes. Et nous, on vient tout recompiler. Donc les personnages séparés des décors et chaque lumière est sortie séparément, et nous on vient vraiment travailler dans la précision, la lumière sur chaque détail, selon les ambiances du film, toujours en cohésion avec les volontés du réalisateur, et on essaye aussi par la même occasion de faire passer les émotions dans ces images avec la lumière et aussi par les couleurs. C'est très précis et merci pour ces précisions. Jean-François, tu viens de le dire, sans s'attarder trop longtemps, on va passer plus au contenu aussi de Paty et puis de parler aussi de votre cinéphilie, mais rappeler effectivement les 3 longs métrages sortis à ce jour, Paty dans quelques semaines, fin janvier. Et c'est vrai que là aussi, tu as parlé de succès public, de lien au public. Il y a la dimension aussi internationale de ces films. Quelle a été leur vie à chacun internationalement ? Alors, Les As de la Jungle, c'est sorti en 2017. En 2017, le film, c'était le 4e film français le plus vu à l'international, tout genre confondu. Je ne parle pas évidemment que de l'animation. L'année suivante, en 2018, il a continué à tourner, il était 6e. Terra Willy, l'année de sa sortie, c'était le 6e film français le plus vu à l'international cette année-là. Pile, pour le moment, en 2022, c'est le 3e film français le plus vu à l'international. Et Pile, je ne sais pas pourquoi, il y a des territoires magiques comme ça. Pile, là, c'est la République tchèque et la Slovaquie. Où Pile est le film français, toute catégorie, tout genre confondu évidemment, encore une fois, le plus vu depuis 6 ans, je crois. Et c'est un énorme carton en République tchèque et en Slovaquie. Aujourd'hui, d'ailleurs, le film sera en Hongrie, la semaine prochaine en Pologne et en Grèce, et ça sera à peu près la fin de sa carrière. Il nous reste quelques territoires déjà vendus, comme la Chine, mais quand on vend un film en Chine, d'abord on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont le payer. Donc, et il ne faut pas les livrer avant qu'ils paient. Donc, pour le moment, on ne les a toujours pas livrés. Après, il y a une question de censure. Il faut passer la censure chinoise. Donc, il faut réussir à avoir une date d'examen par le comité de censure, la passer. Et une fois que c'est passé, c'est assez curieux. C'est un des rares pays au monde où, en fait, c'est l'État qui décide de votre date de sortie. Donc, tout ça fait que quand on voit un film en Chine, on ne sait absolument pas s'il sortira un jour. Par contre, Les As de la Jungle est sorti en Chine. Il a fait une petite carrière, ça va. Alors c'est tout petit, mais c'est la Chine, donc c'est énorme en nombre d'entrées, même si c'est un échec. Donc c'est assez curieux pour nous. Terra Willy, par exemple, c'est l'exemple typique. Je vous donne des exemples comme ça, parce que personne ne vous raconte jamais ça, c'est assez rigolo sur la Chine. Terra Willy, le film a été acheté par des Chinois, très cher. Finalement, ils ne l'ont jamais acheté, ils ne l'ont jamais payé, donc on ne leur a jamais livré. Mais comme ils avaient annoncé partout qu'ils avaient acheté le film et que finalement ils n'ont pas payé, tous les autres acheteurs chinois ont dit il y a un truc bizarre, ça pue, le film ne doit pas être réussi. Puis finalement, il a fait sa carrière en Chine piraté. Donc il y a des acheteurs qui ont dit nous on veut bien l'acheter maintenant, mais pas cher parce que déjà tout le monde l'a vu. Donc on a quand même réussi à le vendre en Chine légalement, mais très très peu cher. Enfin voilà, c'est des territoires assez mystérieux. Mais oui, nos films marchent systématiquement à l'international. On est toujours, je vous dis, dans le top 5, top 10 des films français les plus vus à l'inter. Et on sort minimum sur une 50aine de pays. Là, sur Pile, on va arriver à 60, je pense. Et Paty, on a déjà vendu le film dans plus de 50 pays. Tout va bien de ce côté-là.
C'est dit simplement et rapidement, mais c'est un très grand motif de satisfaction, j'imagine, pour vous tous, pour vous toutes, pour toute l'équipe, et puis pour toutes les personnes du territoire qui le mesurent, je pense. Hier soir, sur scène, Jean-François, tu as parlé des Jason et les Argonautes comme étant un film référence, à la fois pour toi, pour David, je ne sais pas, pour toi aussi, Justine. Est-ce que Tu peux dire la vérité, hein, tu es Je bien vais- plus jeune je- que nous. Alors pour moi, elle n'a pas été connue, cette référence. Donc, alors, c'est vrai que là, on voit les films, mais en fait, ce qui est surtout important, alors bien sûr, hein, Don Chaffee, Nathan Jurand, Desmond Davis, tout ça, c'est les réalisateurs, c'est important, mais c'est pas ça pour nous qui est important. Ce qui est important pour nous, c'est les effets spéciaux réalisés en stop motion par Ray Harryhausen, qui est un des plus grands noms des effets spéciaux de ces années-là, dont la spécialité, on voit les squelettes au milieu là, on les voit assez bien. La spécialité, c'était de faire des effets spéciaux en stop motion, donc image par image, et après qui étaient réintégrés par un procédé physique, finalement d'enregistrement physique de pellicule et de superposition d'images, qui était après intégré avec des prises de vue réelles. Et c'est les effets spéciaux de Ray Harryhausen en stop motion qui nous ont vraiment donné envie de faire du cinéma. Alors après, on est loin d'être les seuls à le citer comme référence, hein, parce que Spielberg dit la même chose, Guillermo del Toro dit la même chose. Il y a beaucoup de grands réalisateurs populaires américains qui le citent et qui disent que c'est, comme nous, lui qui leur a donné envie de faire du cinéma. Et on était passionnés par ça étant gamin. Parce que nous, on est nés, David et moi, on est nés en 72, et quand vous voyez les dates des films, c'est-à-dire c'était des films quand on était enfant qui passaient à la télé. Voilà, qui passaient à la télé. On a réussi après à les trouver en VHS et on a regardé ça et re-regardé ça et re-regardé ça. Et notre obsession, c'était de comprendre comment c'était fait et d'essayer de le reproduire. Et on s'était toujours dit avec David que un jour, il faudrait rendre un hommage clair à tous ces films-là. Je pense que là, c'est relativement clair. Et David, lui, en plus, outre la curiosité de David naturelle pour tout ce qui est technique et il veut comprendre comment ça marche tout ça, c'est un vrai fan de mythologie. Il a toujours adoré la mythologie, c'est toujours un truc qui l'a vachement intéressé. Donc là, on est avec Patty, la colère de Poséidon, on règle pas mal de problèmes. David a fait son film mythologique, on a rendu notre hommage à Ray Harryhausen, tout va bien. Et on est satisfait. Super. On peut voir un extrait de la bande-annonce du 7e voyage de Sinbad et ça illustre et accompagne, je pense, bien ce que tu viens de dire. Sinbad le marin, au Nil Aventure, est interprété par le dynamique jeune premier, Kerwin Matthews. Aussi audacieux que le fut jadis au temps du muet, l'inoubliable Douglas Fairbanks. À la suite de quel avatar peut-il me tenir dans le creux de sa main? C'est ce que vous saurez en voyant le film. Sinbad, c'est une énorme bûche, je ne peux la remuer. Essayez encore, princesse, c'est notre seul espoir. Mais il n'en est pas de même dans toutes les scènes. Pour un autre baiser, j'inventerai. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres miracles dans le 7e voyage de Sinbad. Vous venez d'avoir un premier aperçu de ce nouveau procédé miraculeux d'inamation, inauguré à l'écran pour le film Columbia, le 7e voyage de Sinbad. Kerwin Matthews et Catherine Grant en sont les vedettes, ainsi que le petit Richard Ayer, le génie lampe magique, avec Torin Fetcher, couleur par Technicolor. Le 7e voyage de Sinbad est la 8e merveille de l'écran. Elle est bien la formule. Pas mal. Donc c'est par ces images-là qu'est né ce désir, à vous deux, Tout à fait. et à David. Ouais, tout à fait, tout à fait.
Alors, ce qui est assez troublant aussi en voyant le générique et de Patty, la colère de Poséidon, et celui de Jason et les Argonautes, on a le sentiment vraiment d'un vrai parallèle entre les deux. Alors c'est un hasard total aussi, mais un des compositeurs phares, référence d'Olivier Cussac, le compositeur de vos films, c'est Bernard Herrmann, et le hasard fait que, à la seconde près, ils se situent tous les deux au même endroit pour Patty et pour Jason et les Argonautes. Alors on peut revoir le générique, ce qui permet de rendre hommage et de rappeler tous ceux qui ont travaillé sur la partie administration et tout le reste en ouverture du film, et puis de constater aussi que parce que raconte Patty et ce qu'il y a à l'image, on a vraiment le sentiment d'une résonance, d'un écho entre ces étapes de la mythologie grecque qu'on retrouve dans Jason et les Argonautes et qu'on retrouve de manière illustrée et incarnée dans Patty, la colère de Poséidon. Pourquoi Jason? Parce qu'il y a des années, Jason est parti dans une quête incroyable. Il a pris la mer avec son équipage, les fiers Argonautes, et il a bravé tous les dangers. Spling, splang, sploum, dans des contrées hostiles. Il a vécu d'innombrables aventures. Des tempêtes, des monstres terrifiants. Et il a ramené ici, à Iolcos, le plus précieux des cadeaux des dieux. Tadam! La toison d'or. Un talisman merveilleux tenant ses pouvoirs de Zeus lui-même. Un objet au pouvoir si puissant qu'il repousse les tempêtes, les calamités et même les guerres. La toison d'or apporte la prospérité et l'harmonie, même chez les animaux. Ouais, même chez les animaux. J'en sais quelque chose. Tenez, y a qu'à voir Sam, il m'a adopté. Moi, une petite souris. Bon, il est végétarien à la base, mais quand même, il s'occupe bien de moi, Sam. Par contre, l'aventure, c'est pas trop pour lui. Non, lui, c'est plutôt le théâtre et la poésie. À chacun son truc, hein. Parce qu'on a tous un truc. Aviez-vous d'autres génériques à l'esprit de films en composant celui-ci ? Ah non, enfin il me semble pas que David, t'as un souvenir toi sur ça ? Non. Non, ça a toujours été celle-là, de volonté. Très bien. Je vous en prie. Moi aussi, je voulais savoir pour les références. À un moment, il y a un rat avec un accent italien qui dit « c'est pour la famille », comme ça. Évidemment, c'est une référence aux parents, mais est-ce que c'est une référence aussi au rat dans Zootopie ou aucun rapport ? Honnêtement, non. Je pense que quand David écrit ça, ou quand on en discute, la référence, clairement, pour nous, c'est le parrain, c'est pas du tout Zootopie. Ok, merci. Après, c'est vrai qu'à cet exercice que l'on fait consciemment ou inconsciemment, il y a des tas de titres qui nous viennent. C'est un univers culturel dans lequel vous baignez, dans lequel on baigne, et donc il y a des rapprochements qu'on a envie de faire, quoi, de manière naturelle. Alors, tu as parlé, Justine, à plusieurs reprises des détails du film. Et c'est vrai que ce qui est épatant, et de le voir sur grand écran, comme on a pu le voir hier, c'est tout ce qui fait qu'on oublie presque, en fait, ce qu'on voit, mais de comprendre et de revenir dans la fabrication du film en amont, que rien n'est laissé de fait au hasard pour vous. Est-ce que tu veux bien peut-être commenter quelques-unes des images et cette étape-là de recherche graphique ? Donc là, on est sur le décor des dieux, donc l'Olympe. C'est un environnement qui est très glowy, avec des dorures partout. Il faut que ce soit très, très laiteux. Donc là, sur la recherche graphique, on voit en haut qu'il y a pas mal de nuages autour. Donc il fallait que ce soit représenté comme l'univers des dieux. Et bon, moi ça me parle dans le sens où en créant les images finales, on a dû avoir énormément de FX autour qui représentait la fumée de la vasque, comme vous avez pu le voir dans le film hier, la fumée en bas, les nuages autour et l'univers des dieux par ça, quoi. Et voilà, donc un autre exemple de ce que tu viens de dire, et puis également le soin des détails dans les lieux, dans cette ville portuaire de la Grèce antique. Je m'interroge aussi du fait de passer tant de temps pour vous, pour David Allo, dans ces décors, dans ces lieux. Est-ce que vous avez le sentiment que certains décors que vous connaissez, nous, on ne les voit pas ? Est-ce que ces rues existent ? Est-ce que des personnes sont dans cette ville sans que nous, on les connaisse ?
Je te laisse répondre. Oui, je te confirme. Il y a plein de gens. Non, mais c'est vrai que nous, de toute façon, on fabrique plein de trucs, des fois pour quelques secondes de plan. Et c'est une vraie réflexion qu'on a régulièrement en termes de fabrication. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de passer autant de temps sur des choses qui sont assez furtives, aussi furtives, mais d'une certaine manière, c'est ça aussi qui crée, qui pose la crédibilité de l'univers, c'est de prendre du temps sur les détails, etc. Et alors oui, nous, on a l'impression effectivement qu'il se passe plein de trucs à Iolcos, dans cette ville, on le visualise très bien, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est dans notre tête à nous. Il y a des personnages principaux et des personnages secondaires, il y a des figurants, si je puis dire. Combien il y a de personnes en tout dans Pathie ? Des personnages, Émilie, tu te souviens ? Autour de 260. 260 ? 260 à ma droite ? 215 ? Avec les variations, on avait compté, c'est ça, avec les variations des personnages autour de 260. Ce qu'on appelle une variation, on le voyait bien hier dans le film, c'est par exemple Pathie mouillée. Quand Pathie est mouillée, en fait, c'est pas exactement le même personnage. C'est ce qu'on appelle une variation. Il faut créer un nouveau personnage de Pathie mouillée. C'est un personnage qui est sale et puis propre, puis qui un jour est habillé en rouge, le lendemain en vert. À chaque fois, tout ça, ça fait des variations et donc des nouveaux personnages à créer, même si évidemment ça va plus vite, mais c'est encore du travail, quoi. Alors, question vraiment de néophyte et certainement très bête, mais les visages de ces personnes, des habitants dans Peel ne sont pas les mêmes que dans Iolcos, que dans Pathie. Mais est-ce que malgré tout, il y a des éléments d'objets, de détails ou de personnes qu'on peut retrouver d'un film à l'autre ? Est-ce que ça se recycle, ça s'utilise, ça ou pas du tout ? Les personnages, souvent très peu, ou pas du tout. Dans les décors, oui, c'est des choses qui peuvent arriver, mais vraiment sur des assets qui sont plus génériques, comme de la végétation ou de la roche, qui ne sont pas très personnalisés et liés à l'univers propre du film. Et là, la création de ce personnage-là, de Sam, là aussi, il y a tout ce travail, ces recherches qui sont faites. Là, on est vraiment en concept. Là, c'est du concept de la création graphique qui va nous permettre de définir une première intention sur le personnage, des premières expressions. Alors, évidemment, à la fin, il ressemble à ça sans ressembler à ça, mais ce que je disais tout à l'heure, il y a une espèce d'intention artistique qu'on retrouve 3-4 ans, là ça va être 4 ans après, qu'on retrouve dans le personnage à la fin et dans la manière dont il se meut et dans ses expressions, ses sentiments qu'on avait déjà là, quoi. Et ce sont ce qu'on voit là, ce sont des outils aussi de communication en interne dans l'équipe. Quels sont les usages de ces documents ? C'est que pratiquement que ça. Alors, là, par exemple, on est sur les textures. C'est vraiment ça, une planche de travail qui va circuler au sein du studio pour que les gens qui s'occupent des textures sachent que la truffe, c'est comme ça qu'on la veut, la langue ou les dents, c'est comme ça qu'on les veut, l'équipe qui s'occupe des cheveux, des poils, l'équipe de fur, RN Fur, sait que là, l'idée, c'est d'avoir du poil de ce type-là, de cette couleur, etc. Et tout est ultra détaillé. Et après, alors celle-là oui parce qu'elle est marrante aussi, mais puis ça c'est des outils que moi j'utilise aussi en production quand je cherche de l'argent. Je me construis un beau dossier où je vais piocher dans toutes ces planches-là qu'on a vues, et dont certaines sont quand même assez jolies, assez spectaculaires ou assez évocatrices. Et avec un gros dossier plein de ces jolies planches, je vais chercher des sous. En tout cas, en tant que lecteur, c'est toujours très spectaculaire aussi de pouvoir découvrir ces étapes-là et puis de voir ces variations et ces personnages sous différents angles. Quelle est cette étape que l'on voit là à l'image ? Donc ça, c'est le color script dont on parlait tout à l'heure, la mise en couleur d'une vignette d'un plan du film, qui est réutilisée par la suite par les départements rendu et compo. Donc voilà, moi en compositing par exemple, ça me donne des indications de couleur du ciel, à quel endroit il y a de la lumière sur Poséidon, comment apparaît la vague. Donc là on peut par exemple voir que c'est très sombre, impressionnant, la vague met de l'ombre sur la ville, que les nuages sont chargés, et ça donne des indications globales de colorimétrie aussi.
Pareil pour le Kraken voilà, c'est quand même si c'est une grosse créature dans la mer qui prend le bateau, ça reste une séquence très drôle et joyeuse. Donc là, on peut voir que c'est un fond bleu avec une ambiance de jour qui donne envie aux spectateurs de rire et de s'amuser. Changement d'ambiance. Donc là, la découverte de Nazar, le robot qui est sur l'île de Trinactos, assez impressionnant, donc en contre-jour, on ne sait pas trop quel est ce robot, quelle est sa fonction, tout en haut de la falaise avec la lune, la pleine lune derrière. Voilà, c'est ça que nous donne cette image comme indication et qui nous sert derrière de référence pour finaliser nos images. Alors ici aussi, c'est la résolution du film, donc la statue de Poséidon qui a été finalisée et la toison d'or qui vient enlever et faire disparaître les nuages et la vague sur la ville de Iolcos. Donc là, on voit vraiment le contraste de par les couleurs entre ce qu'il y a à l'intérieur de la toison et du bouclier et l'extérieur. J'adore cet exercice de projeter des images que tu commentes. On le refera avec plein d'images. Et ici, donc, c'est la séquence de fin. Qui est le payoff. Donc voilà, le bateau qui part pour de nouvelles aventures, qui se dirige vers le coucher du soleil à l'horizon de la mer. Donc pour ceux qui ont vu le film hier, ce que je vous disais, ça c'est quand même fait très en amont et à la fin on retrouve ce sentiment dans les images terminées. C'est ça l'idée. Et il y a aussi une étape, je trouve, un contenu très didactique, c'est de voir la même vidéo, le même son, le même dialogue, mais à 4 étapes différentes à l'image. Est-ce que vous voulez peut-être le contextualiser avant de le voir, Justine ? Là, on est sur le début du film, donc la mise en place un peu de l'histoire et du contexte, de la ville de Iolcos. On est sur le marché. Et on va bientôt découvrir les rats ninjas qui font leur petite démo dans le marché pour voler de la nourriture. Et ce sont l'animatique. L'animatique, c'est la première étape, c'est entre guillemets le brouillon du film à partir du storyboard, donc la bande dessinée du film où on a choisi les cadrages, où on a dessiné les expressions du personnage. On fait un premier montage du film en collant ces vignettes. Vous allez découvrir ça, ce qu'on appelle l'animatique. Ça doit être... C'est là qu'on va savoir si l'histoire fonctionne, si elle est bien racontée, si le rythme marche, s'il faut réécrire des dialogues ou pas, etc. etc. Donc je parle de brouillon du film, mais c'est un brouillon très abouti en termes de montage. Et finalement, entre ce brouillon et le film fini, il n'y a pas grand-chose qui a changé en termes de réalisation. Une énorme partie du travail créatif de réalisation se fait à ce stade-là, l'animatique. Après, le réalisateur, il va construire et consolider sa vision au fur et à mesure et faire que tout le monde aille dans le sens de sa vision, mais son travail de réalisation audiovisuelle, c'est-à-dire passer de l'écrit à l'image, il se fait là. L'animation, c'est quand on a tout fabriqué, on fait bouger les personnages dans les décors, mais c'est une version assez noir et blanc, parce que si on mettait toutes les données de texture, de couleur, de lumière, ça serait beaucoup trop lourd, on ne pourrait pas travailler. Une fois que l'animation est validée, c'est-à-dire que le réalisateur dit les acteurs, entre guillemets, jouent bien, jouent comme je veux et traduisent les émotions que je veux à ce moment-là de l'œuvre, du film, il valide ça, on passe à l'éclairage et au rendu. La 3D, en gros, ça reproduit ce que voit l'œil humain. Hein. C'est-à-dire, on donne des matières. Ce que vous voyez, vous, tous les jours, c'est la réflexion de la lumière sur votre environnement. Et suivant la matière de quelque chose, c'est réfléchissant ou mat ou brillant, etc. Et c'est cet impact de la lumière sur l'environnement que voit l'œil humain. Et ce que calcule la 3D, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on donne des matières et des propriétés de réaction à la lumière à tous les objets qu'on fabrique en 3D. Donc une fois que tout ça est prêt, que c'est animé et qu'on a donné ces propriétés à tous les objets, matière, couleur, etc., on place dans notre scène virtuelle des projecteurs de cinéma, des projecteurs comme sur un plateau de cinéma. On a une caméra sur laquelle on a choisi la focale, on peut faire des fois des mouvements de caméra, comme sur un plateau de cinéma. Là, on dit à une grosse machine
qu'on appelle une ferme de rendu, un gros calculateur, calcule l'impact de la lumière émise par les projecteurs que j'ai mis dans ma scène sur tout ce qu'il y a dans ma scène et reproduit ce que voit l'œil humain. Il sort des images, mais qui sont encore un peu brutes et séparées. Tu disais tout à l'heure, il peut y avoir une 50aine de couches. Alors voilà, on a le décor, des ombres, des personnages, le ciel à part, enfin plein de trucs séparés qui sortent. Et là, c'est ce qu'on verra au rendu, dans l'étape du rendu, c'est juste, on plaque tout ça sans retravailler entre ces couches-là. Puis après intervient l'équipe de Justine qui va retravailler en finesse l'assemblage de toutes ces couches. Et vous verrez que ça crée quand même une vraie différence sur l'image entre le rendu brut qui sort de la machine et ce que fait l'équipe de Justine, en ajustant et en affinant, c'est là qu'on trouve vraiment, qu'on ajoute encore une dimension de vie dans l'image et de sens dans l'image. Et voilà votre monnaie, madame. Voilà pour vous. Merci, à demain. Je vous invite à passer du coin gauche en haut au coin droit en bas, c'est-à-dire de l'animatique à l'image finale, et vous verrez que c'est assez impressionnant comme finalement on est sur la même chose. Un petit décalage, mais en termes de narration, ça bouge pas. Bon. Maîtrise de fou. C'est ça qui est cette maîtrise de fou. Quand on regarde aussi vos bonus DVD, notamment, et merci encore une fois à l'équipe de TAT de mettre à disposition ces images, on mesure à la fois la technicité nécessaire et convoquée pour aboutir à ce rendu parfait et spectaculaire, image après image, et aussi la dimension très artisanale. Et là, je trouve le moment, un des moments où on s'en rend compte, c'est pour l'enregistrement du bruitage. Donc voyons Patrick et Greta faire ce travail-là. Aigreto, il te manque un U à la fin. Redis. Aigreto. Ah, Aigreto, pardon. C'est E-A-U. Ah, il y a eu, excuse-moi. Il y a des grincements pour certains plans dans le bateau. On peut le remettre, je ne sais pas si on peut mettre un tout petit peu plus fort. Il y a des grincements pour certains plans dans le bateau. Moi, je reconnais les plans du film en entendant juste le bruitage. C'est assez marrant comme exercice. Ok. Tu l'alourdis un petit peu. Tu veux l'écouter tout de suite. Ça va faire bizarre, mais... Pour ça, tu veux... Ok, ouais, bon voyage. Épatant. C'est quand même une vraie étape fascinante, le bruitage.
où on va, bon, vous l'avez compris, recréer tous les sons du film, beaucoup des sons du film un par un, individuellement. Hein. Alors il y a une étape qui est importante et fondamentale dans le bruitage, c'est tout ce qui est pas, tous les pas des personnages. Et puis en fiction on refait de plus en plus de choses en post-production, hein, mais en animation évidemment il faut tout faire. Il faut tout créer, donc il y a les pas, mais il y a aussi tout ce qui génère du son, comme vous l'avez vu là. Les bruiteurs, il faut savoir que c'est une corporation très réduite, ils sont qu'une trentaine en France, et c'est vraiment une espèce de magicien qui arrive à inventer et recréer des sons pour tout et n'importe quoi. Alors, il y a des phases, des fois, quand même, de recherche qui sont assez intéressantes. Par exemple, quand on travaille sur le Kraken bébé, il va prendre quelques heures pour essayer de trouver la texture sonore de la créature, de la bestiole. Il va faire des propositions aux réalisateurs, aux ingénieurs du son, nos superviseurs bande-son, jusqu'à trouver le truc qui nous convient. Et c'est chaque fois, c'est quand même des sessions vraiment hyper intéressantes parce que ça a un côté très très ludique. Hein, parce que voilà, le bruiteur, c'est quelqu'un qui arrive avec son camion plein de bazar. Alors il y a des audits de bruitage où il y a quand même déjà des trucs style des bacs à sable, de la paille, des bacs, il marche comme ça dessus, là, un rythme, c'est ça qui est super intéressant. Mais il a aussi pas mal de bazar qui décharge son camion avec plein, mais vraiment tout et n'importe quoi dedans. C'est ce qui est super drôle. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que autant à l'anime, nous, on fait, par exemple, on crée des cycles de marche, on fait marcher les personnages d'une certaine manière, ça leur donne déjà une personnalité. Lui, il va rajouter une couche à ça. Dans le son des pas, il va pouvoir déjà travailler sur la personnalité du personnage. Donc c'est assez fascinant d'ailleurs à voir ce qu'il peut apporter en plus sur la création d'un perso. Et donc en anime, c'est ça, c'est toutes ces couches qui au fur et à mesure vont venir construire la narration, renforcer la réalité du personnage pour qu'on y croit complètement à la fin alors que ça n'existe absolument pas. Combien de temps dure cette étape? Le bruitage chez nous c'est 5 semaines, 4 ou 5 maintenant, hein, 5 semaines. Voilà. Donc c'est quand même pas négligeable. Hein. C'est une étape assez lourde. Autre étape à laquelle on n'est naturellement jamais convié, mais quand on peut le découvrir, et encore une fois merci de nous y amener, l'enregistrement de la voix de Patty. Oui, j'ai vu les plans du robot dans la forge. Ce serait même un jeu d'enfant, je vous assure. Oui, mais pour que notre plan fonctionne, on n'a pas le temps d'attendre qu'ils aient fini leur mission. On a besoin de vous tout de suite pour rentrer dans la forge. Et sans vous, on peut pas y arriver. C'est génial. T'as pris un bout qui est plus dans le film. Parce que je l'ai cherché. Ouais, je voulais le mettre en regard, et j'ai cherché, j'ai revu le film, j'ai dit mais à quel moment elle dit ça? J'ai dit bon, j'ai pas été concentré. On a coupé. Donc, voilà. J'ai ma réponse. Mais ce qui est intéressant aussi à observer, c'est qu'il y a la voix, mais il y a aussi le jeu, et de constater que ce personnage, c'est à la fois un peu de l'actrice, un peu du personnage, et que cette voix n'existe que pour ce personnage. Bien sûr. Un grand héros, mais vous l'avez, Jason est là, juste à côté. Et son navire est amarré, prêt pour une nouvelle odyssée. De tous les grands aventuriers, c'est le plus expérimenté. Avec Jason et son vaisseau, cette quête, c'est du gâteau. Avec Jason et son vaisseau, cette quête, c'est du gâteau. Ça y est bien. Oui, ça y est. Ça y est. La musique, si on l'aborde, Olivier Cussac, lors d'une soirée rencontre au cinéma ABC à Toulouse. Donc là aussi, c'est un moment que je trouve moi hyper spectaculaire. Oui, ben ça, là, enfin, honnêtement, hein, un orchestre symphonique, bon, nous ça fait déjà des années qu'on fait appel à des orchestres symphoniques pour enregistrer la musique de nos films. Alors bon, il y a quand même un moment un peu déceptif, c'est que quand on arrive, les musiciens ne sont pas en tenue de soirée, quoi. Ils sont habillés en short et en t-shirt. Ouais. Alors ça fait un peu bizarre, parce que nous, on s'attend à aller voir. Mais non, vous voyez, ils sont habillés, là, on les voit tout à fait normalement. Mais une fois ce truc perturbant passé, c'est totalement fou de les voir se mettre tous à jouer ensemble, que pour vous, quelque part,
Et pour votre film, il faut être un peu inhumain pour pas avoir la larme à l'œil et les poils qui se dressent. Hein. C'est un sentiment assez unique quand même, hein, parce que voilà, là c'est tout un orchestre qui joue pour vous, pour votre film, pour votre création, et c'est un moment en plus qui appartient qu'à vous, quoi. Ça sera jamais reproduit. C'est génial, c'est super. Et c'est vrai que bon, il y a quand même, alors il y a beaucoup de gens qui estiment aujourd'hui qu'avec les moyens technologiques, on n'a plus besoin d'orchestre et que ça coûte très très cher, alors pourquoi faire, etc. Quand on est devant l'orchestre avec un vrai chef d'orchestre qui le dirige et qu'on voit ce qu'il peut, à partir exactement de la même partition, hein, apporter comme nuance dans la puissance de la musique, dans la direction de la musique, on se dit, oui, un orchestre, quand même, c'est pas un truc qui est reproductible par des machines au jour d'aujourd'hui. Cette espèce de magie de tous jouer ensemble et de pouvoir moduler des trucs. Enfin, moi, je suis pas du tout musicien, hein, donc moi, c'est des choses qui me laissent pantois. Je suis incroyablement admiratif et c'est très, très émouvant. Et Olivier, donc, Cusack, notre compositeur, il compose. Lui, c'est pas mal, hein, pour lui, parce qu'il a commencé avec nous en 2001. Il a composé 2 minutes de musique pour notre premier court-métrage, qu'il a interprété lui-même avec une guitare et un tam-tam, c'était de cet ordre-là. Et puis maintenant, il compose de la musique de films pour des orchestres symphoniques. Et c'est chouette aussi pour nos plus anciens collaborateurs d'avoir pu les amener avec nous dans cette progression qu'on a connue, nous, à notre niveau, de producteurs, auteurs, réalisateurs, mais d'avoir les gens autour de nous aussi qu'on arrive à amener vers ces espèces de sommets professionnels, c'est super. Extrait. En ce moment, dans les studios de TAT, dans les couloirs, dans les bureaux, on peut croiser 2 vedettes. Et c'est vrai que j'avais mal mesuré que, pour ma part, cinéphilie, génération proche, sachant Alain Chabat régulièrement, ponctuellement, à Toulouse, dans vos locaux, ça fait quelque chose. Mais j'avais mal mesuré que pour toute l'équipe, il était au moins autant apprécié Christophe Serran qu'Alain Chabat. Oui, la première visite, c'était rigolo parce que la première visite de donc Christophe Serran, c'est un animateur star que beaucoup de gens qui font de l'animation admirent et respectent, qui a travaillé pendant 20 ans chez DreamWorks et qui a été recruté là par Netflix. Pour superviser l'animation des prods européennes de Netflix. Donc il est rentré à Paris, il est plutôt content, même s'il était bien à Los Angeles. Et la première fois qu'ils sont venus visiter le studio, parce qu'il y a eu toute une série de tests et de visites et de rencontres avec Alain Chabat et lui pour nous rencontrer, il y a des animateurs qui sont allés demander des autographes à Christophe Serran, mais pas à Chabat, qui attendait gentiment à côté qu'il ait fini de signer ses autographes. Ce qui était quand même très très mignon. Mais ouais, non, il est super. Il est super et il est là. En fait, sa mission, c'est de partager avec les équipes son savoir. Donc c'est chouette, quoi. Et le mec est très 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 fort. Et j'étais aussi très sensible à votre communication, c'est-à-dire le jour où officiellement vous avez pu annoncer ce projet avec Netflix autour d'Astérix. Le lendemain, il y a eu les annonces de vous recruter, vous cherchez, vous avez besoin. Voilà. Et donc là aussi, le fait d'associer tout le temps cette approche à la fois et artistique et économique, le fait de travailler sur des projets qui vont plaire et toucher, et que vous pensez qui vont distraire les enfants potentiellement du monde entier, et en même temps d'avoir cet impact fort économique en termes d'emploi. Cette communication parallèle, je la trouve assez étonnante et remarquable, quoi. Et je voulais la souligner. Merci. C'est notre autre grande fierté, ça, de créer de l'emploi, de la richesse sur le territoire. Et faire rayonner le territoire, évidemment, mais
c'est vrai qu'on n'est pas mécontent de participer aussi à la vie économique du territoire. Et des candidatures spontanées, vous en avez souvent ? On en a pas mal, mais le problème... actuellement, de toute façon, il y a un énorme problème autour du recrutement dans notre secteur. Hein. L'animation, pour ceux qui étudient l'animation, il ne faut pas trop stresser, hein, parce que c'est vraiment le plein emploi. Il y a beaucoup de productions en cours en France. C'est en fait... ça s'explique en grande partie par l'arrivée massive des plateformes qui ont voulu fabriquer, qui ont lancé des programmes d'animation, et pour les faire fabriquer, la plupart viennent en France. Parce qu'en France, on a les meilleurs étudiants, les meilleures écoles, les meilleurs studios. Et en plus, on a un tissu de société qui est assez unique, en tout cas qui n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a d'énormes studios de très petits indépendants. Il n'y a pas de studio de taille moyenne. Et la France, c'est vraiment le territoire champion pour les studios de taille moyenne, c'est-à-dire entre 100 et 400 personnes, qui peuvent très bien travailler, gérer des prods du début à la fin, délivrer de la qualité, mais sans avoir des coûts démesurés, parce qu'on reste sur des échelles raisonnables. Donc toutes les plateformes sont venues chercher en France des studios pour fabriquer, c'est génial, tout le monde est content, tout le monde a du travail, mais il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Donc c'est très compliqué paradoxalement, alors qu'il y a de l'argent, il y a des projets, mais on n'arrive pas à trouver les gens pour les fabriquer. C'est une situation perturbante. Et on espère que ça va vite se résoudre. Soit qu'il y aura moins de travail, mais c'est bizarre de dire ça, mais plutôt qu'il y ait plus de formation qui crée plus de main-d'œuvre très rapidement. J'en arrive à la conclusion de cet échange, cette rencontre. Est-ce qu'il y a peut-être des questions auxquelles vous avez pensé tout au long de l'intervention, que vous voulez poser maintenant, des précisions que vous souhaitez ? Alors peut-être en ayant évoqué, pardon, je ne vais pas aller trop vite dans ce temps-là, je repose la question, est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y, soyez pas timide. Voilà. C'est pas vraiment une question, mais du coup, c'est pour vous dire, si jamais vous ne savez pas, qu'il y a des nouvelles écoles qui ont ouvert à Montpellier d'animation 3D. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a Innov, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connais le nom. Je ne sais pas si on est déjà en rapport avec eux ou pas. Hein. Peut-être. Ok. Et il y en a une autre aussi, mais je ne me rappelle plus de son nom. Mais pour dire que j'ai l'impression que c'est un secteur vers lequel on nous oriente beaucoup, j'ai l'impression. Et il y a beaucoup de formations. Voilà, du coup. Je te rassure, je ne perds pas espoir. Hier, la rencontre était vraiment passionnante avec toutes les écoles réunies, enfin beaucoup d'entre elles, Artefix, ESMA, Objectif 3D et Brassard et autres. C'est vrai que ce sont autant de personnes qui aussi vous identifient, vous connaissent bien, et c'est vrai que cette articulation, si elle peut se faire, c'est aussi très vertueux. On a évoqué ta cinéphilie, ta cinéphilie, Jean-François, celle de ton frère, celle de David également. Et c'est vrai qu'en voyant dans votre montage de 20 ans de TAT, vous voir tout jeune travailler sur ces films de manière très artisanale. Aujourd'hui, Jean-François, tu es toujours habité par ce même désir que tu avais à cet âge, avec beaucoup moins de moyens et une équipe beaucoup plus réduite. Oui, non, moi je suis toujours... Mais je continue à être émerveillé et j'ai toujours autant envie de faire des films. Après, je suis content de ne plus devoir me pencher sur une table pour faire bouger des petits bonhommes, parce que ça fait très très mal au dos. Mais oui, de toute façon, c'est plus... évidemment, je fais plus le même métier. Je veux dire, je suis quand même beaucoup chef d'entreprise, beaucoup gérant de bazar, de complications. C'est pas toujours facile, mais j'arrive quand même à trouver beaucoup de temps pour être près des auteurs et près de la création, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et oui, moi je continue à trouver ça magique de voir ces petits bonhommes, ils sont virtuels maintenant, mais voir ces petits bonhommes commencer à bouger à l'écran, je continue à trouver ça génial. Merci beaucoup à vous deux pour votre présence. Merci. Pour vos propos. Et merci à vous. Je vous en prie. C'est maintenant qu'on applaudit.
Et puis merci à toute l'équipe de TAT qui toute l'année, tous les échanges qu'on peut avoir. Merci beaucoup Léa pour cette préparation, Maëlle et également toute l'équipe de communication. Et puis si vous voulez bien, on peut terminer de manière informelle, peut-être s'il y a des questions, et puis terminer en écoutant des notes d'Olivier Cussac, extrait de la bande originale de Paty.